Emmanuel Desfourneaux, bonjour. Bonjour Oumar Gueye. Vous êtes analyste politique, mais juriste de formation. Alors, bouleversement, mutation, recomposition. 2018, Emmanuel Fourneaux a-t-elle fini de signer la fin des partis politiques traditionnels et la fin de l'idéologie, particulièrement au Sénégal? Alors, pour ce qui concerne l'idéologie, vous savez que cette question s'était posée dans les mêmes termes chez nous, en France, avec l'émergence d'Emmanuel Macron, qui finalement prônait des idées de droite et des idées de gauche. Eh bien, moi, je dirais que non. L'idéologie, elle a encore toute sa place à partir du moment où, quand on fait de la politique, eh bien, ce sont des idées que l'on met en avant, et donc forcément, on appartient à une idéologie. Alors, si c'est idéologie au sens du terme, si vous voulez, doctrine, droite-gauche, peut-être. Aujourd'hui, évidemment, les hommes politiques doivent s'adapter au monde d'aujourd'hui, doivent être plus pragmatiques qu'ils ne l'étaient qu'auparavant. Mais si c'est le combat des idées, l'idéologie, je le répète, a encore de beaux jours devant elle. Donc, pour ce qui concerne l'idéologie, non. Au contraire, même d'ailleurs, l'élection présidentielle de 2019 va consacrer une véritable bataille idéologique entre l'opposition et le pouvoir en place, entre, par exemple, l'idée du patriotisme. Elle est fondamentale, elle relève bien finalement d'une idéologie, elle nous renvoie même à l'histoire sénégalaise, à l'époque de l'affrontement entre Senghor et Ya. Donc je ne crois pas que l'idéologie disparaît. Au contraire, si on suit de près finalement cette élection sénégalaise, c'est que elle va montrer quelles sont les voies que l'Afrique peut prendre dans les années à venir. Est-ce qu'elle peut consacrer davantage de patriotisme? Est-ce qu'elle va pouvoir notamment créer davantage d'industrie pour le cas, par exemple, du Sénégal. Moi, j'étais en relation avec un industriel sénégalais qui avait mis en place une industrie d'armement au Sénégal. Il avait pu s'appuyer notamment l'aide du président de la République Macky Sall. Il avait reçu une aide de ministère de l'Armée, mais c'est le ministère de l'Enseignement et de la Recherche qui l'a freiné. Alors que cette industrie est totalement viable, puisque les mitraillettes qu'il avait inventées et produites à petite échelle, mais donnaient toute satisfaction à l'armée sénégalaise. Vous voyez que là, on est bien dans l'idéologie. Oui, mais s'il a été freiné, c'est parce qu'il y a une raison. Oui, là, on est encore dans une autre bataille idéologique, c'est de savoir finalement est-ce que l'on favorise l'industrie sénégalaise? Est-ce qu'on la fait émerger? Parce que c'est bien là l'enjeu essentiel de l'Afrique de demain. Ou est-ce que finalement l'on s'appuie sur des réseaux, sur du lobbying classique, traditionnel que l'on connaît, notamment à travers les multinationales françaises et plus généralement occidentales. Oui, voilà, c'est Emmanuel Desfourneaux, au regard de la circulation des acteurs politiques, justement entre l'idéologie, vous avez parlé tout à l'heure de patriotisme. S'agit-il de la défense des intérêts crypto-personnels au détriment même de ce patriotisme dont il est question? Oui, sans doute, on peut effectivement parfois d'intérêt personnel. On peut parler aussi parfois de manque de vision. On peut parler aussi parfois de manque, j'allais dire, d'énergie, de cette volonté, de prendre une page blanche et d'écrire soi-même cette page-là, de faire preuve d'inventivité, de faire confiance aussi au talent de sa population. Regardez dernièrement l'intervention chirurgicale avec les sœurs siamoises qui a été réalisée au Sénégal, qui montre bien
qu'au Sénégal. L'on peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de talents, de jeunes aujourd'hui qui émergent dans tous les domaines et il va falloir s'appuyer sur cette jeunesse-là. Donc je pense que le problème, c'est que par rapport aux gouvernants, et ça ne vaut pas seulement pour le Sénégal, mais c'est pour ça aussi qu'on regarde le Sénégal, parce que c'est ça aussi l'enjeu fondamental de la prochaine élection présidentielle de 2019. C'est est-ce que oui ou non, le Sénégal va montrer qu'elle peut avoir confiance en ses forces vives, Oui. qu'elle peut avoir aussi l'estime de ses forces. Oui, c'est des questions légitimes, mais en attendant, au cas par cas, selon vous, quels ont été les temps forts sur le plan politique de l'année 2018 et en quoi? Alors, un temps fort assez général, ça a été un affrontement très fort entre les deux camps, l'opposition et la majorité présidentielle. En 2018, souvenez-vous, lorsque je suis intervenu pour la toute première fois sur vos ondes, on parlait d'Idrissa Seck. Dès février, eh bien, il s'était à cette époque-là imposé comme le chef de l'opposition. Il avait commencé très tôt finalement sa campagne électorale. On parlait déjà presque d'une pré-campagne électorale en février 2018, donc d'un affrontement où Idrissa Seck avait été assez dur avec le président Macky Sall. Et ensuite, ça continuait à travers la bataille judiciaire finalement entre Khalifa Sall, Karim Wade, et puis il y a eu l'émergence, l'arrivée d'un ovni sur la scène politique sénégalaise. C'est évidemment Ousmane Sonko que personne n'attendait, qui a réussi donc à s'imposer, qui est aujourd'hui presque une sorte de leader d'opposition. Je me méfie sur cette terminologie, puisque aujourd'hui il n'y a pas véritablement un chef de l'opposition. Ça sera évidemment l'élection présidentielle qui déterminera qui sera, j'allais dire, le mieux positionné. Mais il n'empêche que il a réussi, à s'imposer. Et ça, c'est un fait marquant de l'année 2018 pour ce qui concerne l'opposition. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que chacun a positionné et resté sur ses positions. C'est-à-dire que tant finalement du côté de la majorité présidentielle que du côté de l'opposition, personne n'a faibli. Et il n'y aura pas de paix des braves. Jusqu'en février 2019, je peux vous assurer que, au contraire, il y aura un raidissement des positions. Il y aura finalement une bataille des tranchées et que celle-ci va sans doute s'accélérer après que le Conseil constitutionnel ait officiellement déclaré les candidatures valides. Oui. Et alors, ça, c'est un phénomène très important. Oui, c'est un phénomène très important, dites-vous. Alors, forces et faiblesses de l'opposition comme de la majorité présidentielle. Que dire de la posture dégagée par le chef de l'État, chef de parti au pouvoir? Alors, concernant finalement les forces de l'opposition, c'est que c'est une députée de la mouvance présidentielle qui disait, quand elle s'adressait à l'opposition, finalement, vous n'êtes pas des opposants, vous êtes des ennemis. Une force finalement d'opposition, c'est effectivement de se comporter tous de la même manière comme des ennemis. Une cible privilégiée, c'est celle de Macky Sall. Voilà. Et ça peut être une force en ce sens que, et on le voit bien vendredi dernier, où ils ont été capables encore de se réunir en masse pour finalement tout le temps manifester contre le fichier électoral, contre le ministre de l'Intérieur, et la question de son impartialité, eh bien, il y a cette capacité de s'unir, malgré le fait que c'est un peu une auberge espagnole. C'est-à-dire que vous avez le PDS qui est un parti traditionnel. Je rappelle la première question, est-ce que ça sera la disparition des partis traditionnels? Non, pour l'instant, ces partis sont encore là, ils sont bien présents dans le landerneau politique sénégalais, en ce qui concerne en tous les cas le PDS. Après, évidemment, 2019, la question pourra se poser légitimement, mais pour l'heure, le PDS a sa carte à jouer encore dans ces élections. Elle n'a pas dit son dernier mot, jouera un rôle important, je pense qu'on l'abordera plus tard au cours de l'interview, mais ce qui finalement est intéressant pour l'opposition, c'est cette capacité de s'unir. Alors, l'inconvénient, c'est évidemment la guerre des chefs. Évidemment, chacun rêve d'être à la place du calife.
et qu'il y a une possibilité à un moment donné d'avoir une sorte de désordre et d'arriver, comme aux élections législatives 2017, d'être un peu dispersé. Mais bon, voilà, c'est peut-être la crainte. Et puis c'est aussi à un moment donné, lorsque l'on crée eh bien une opposition unie, il faut s'entendre sur une plateforme, sur au moins eh bien des idées communes que l'on partage et qui seraient eh bien capables en cas d'accession au pouvoir de permettre à chacun eh bien de prendre place finalement au pouvoir. Oui, de prendre place au pouvoir, la mobilisation de part et d'autre, vous en avez parlé. Est-ce que cette mobilisation est un baromètre fiable pour jauger de la force d'une coalition ou d'un parti politique aujourd'hui? C'est compliqué à dire. Vous savez, seule l'élection nous permettra en réalité véritablement de dire en quoi évidemment le PASTEF représente ces manifestations finalement sont-elles représentatives ou pas des forces en présence. Moi, je pense qu'elles le sont. Parce que finalement, ces partis politiques dans l'opposition sont confrontés tous aux mêmes difficultés budgétaires. C'est-à-dire que ceux qui sont présents là-bas, eh bien, le sont par conviction. Ils sont déterminés. Ce sont des partisans. Ce n'est pas tout le peuple sénégalais, ça va de soi. Mais ils constituent un noyau dur. Et ça, c'est important pour l'opposition. Donc, oui, lorsque vous avez Ousmane Sonko qui réunit, eh bien, lors de ses discours autant de monde, ce n'est pas qu'un phénomène de curiosité. C'est véritablement aussi des gens qui adhèrent à ces idées. Donc, il faut le prendre au sérieux et ça peut être un baromètre. Ce n'est pas suffisant pour nous dire que ça sera décisif, mais en tous les cas, c'est un élément qui peut nous renseigner sur les forces en présence. Alors, nous voilà à quelques encablures de la présidentielle de février. Y a-t-il eu, selon vous, plus de lisibilité ou encore davantage de confusion? Que donne finalement le champ politique en termes de forces émergentes en perspective de la présidentielle de février 2019? Écoutez, je suis assez partagé. La lisibilité, évidemment, on l'aura une fois que le Conseil constitutionnel aura eh bien établi sa liste des candidats donc à l'élection présidentielle. Là, on pourra en savoir davantage, même si aujourd'hui on a déjà une idée. On aura à peu près entre 10 et 15 candidats pour les 27. C'est à peu près, moi, le chiffre que je retiens, qui est finalement assez proche eh bien, de la quoi vous dernière basez élection. pour retenir ce chiffre, entre 10 et 15, sur quoi? Tout simplement sur les éliminations actuelles qui vont à bon rythme. Vous avez quand même des ténors qui sont éliminés, on l'avait dit d'ailleurs. Eh bien, sur vos ondes, on avait dit qu'il y aurait mais là, Emmanuel Defourneau, il faut retenir cette précision du Conseil constitutionnel qui rappelle à cet égard, d'une part, que l'obtention du minimum requis des électeurs inscrits au fichier et du minimum requis par région ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. D'autre part, que la recevabilité s'apprécie au regard de l'ensemble des conditions exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires et sera l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel qui arrêtera le moment venu la liste des candidats. Est-ce que c'est pas pour dire que justement l'épée de Damoclès est toujours suspendue sur la tête des candidats? Oui, vous voyez bien, je suis d'accord avec vous. Là, on est un peu dans le flou. Même ceux qui aujourd'hui voient leur candidature rejetée, ce n'est pas un rejet définitif. Oui. Ils peuvent effectivement revenir avec. Oui. C'est important de le dire parce que c'est vrai que quand on lit aujourd'hui la presse sénégalaise, c'est de dire que Diop, Soumaré et autres sont aujourd'hui voient leur candidature rejetée. C'est pas encore le cas. Une décision. Oui. Non, ce n'est pas encore le cas. Non seulement ils vont devoir se rapprocher auprès du Conseil constitutionnel afin qu'on leur donne des motifs donc de ces rejets et qu'ils ont ensuite 48 heures. C'est la loi qui donc leur donne ce délai pour faire valoir
d'autres parrainages. La seule question sur la question du parrainage, parce que vous avez dit aussi l'année 2018, elle était marquée par quoi? Elle a été évidemment marquée par cette loi du parrainage. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est un peu dans le flou en termes techniques. Comment se fait-il que Khalifa Sall, qui aujourd'hui voit sa candidature donc être accueillie favorablement, voit plus de 9000 de ses parrains rejetés. Et selon le mandataire, il serait rejeté parce que notamment il y aurait des doublons. Comment on peut donc avoir des doublons? Je veux juste dire un chiffre qui est très simple pour m'interroger en réalité sur cela. Parce qu'il semblerait que ça soit essentiellement la question des doublons qui pose difficulté, avec d'autres motifs tels que la présence évidemment du parrain sur la liste électorale, mais c'est vraiment ce qui est le plus mis en avant par les candidats. Hein. Il y en a qui se sont vus voir finalement rejeter plus de 25 000 parrains. C'est quand même considérable. Eh bien, ces doublons, juste un chiffre. Vous avez aujourd'hui 27 candidats qui sont déclarés donc leur candidature auprès du Conseil constitutionnel. On exige, en réalité la loi exige, entre 0,8 jusqu'à 1% oui. De parrains. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, au regard d'un électorat, ça représente seulement 27% finalement de l'électorat. 27% de l'électorat lorsque vous additionnez tous les candidats actuels. Comment se fait-il que sur les 73% restants, on n'a pas été capable de les chercher et d'éviter les doublons? Alors, on voit bien que le fait que l'opposition ne dispose pas du fichier électoral pose un réel problème, c'est-à-dire que vous avez... Mais le fichier, il est accessible, hein? Oui, mais vous savez très bien qu'ils ont demandé un audit, et vous savez très bien que il est accessible notamment sur Internet lorsque finalement vous êtes un électeur, mais moi on me l'avait montré, il y a parfois des difficultés à voir si oui ou non vous êtes vraiment inscrit, oui ou non sur la liste électorale. Et puis, comment se fait-il? Je le répète, moi c'est vraiment le souci que j'ai. Comment se fait-il qu'il y ait des doublons alors qu'il y avait une marge considérable d'avoir finalement d'autres électeurs parmi les 70% restants du corps électoral? Voilà, j'ai un peu de mal à comprendre que un tiers, parfois voire plus, des parrains soient rejetés, notamment sur un des motifs que constitue donc le doublon du parrainage. Oui, et ça dénote quoi? Justement, un problème de capacité à pouvoir mobiliser autant justement de signatures, ou ça dénote quoi finalement? Non, ça dénote que par exemple le PDS, qui me semble-t-il n'a pas été confronté à cette difficulté, est un parti qui compte, qui est très bien organisé, très bien discipliné, que d'autres partis politiques ont plus de difficultés finalement à avoir un électorat peut-être dans les différentes régions du Sénégal. Moi, je suis juste surpris par ce télescopage. J'ai un peu de mal à comprendre qu'on n'ait pas cette capacité à chercher ailleurs dans l'électorat et finalement qu'il puisse y avoir de doublons. Je suis aussi surpris, rappelez-vous, il y a quelques semaines, qu'il y ait eu une sorte de bagarre qui ne fait pas honneur d'ailleurs aux hommes politiques au Conseil constitutionnel pour être le premier à déposer le dossier et à ne pas précisément être soumis à cette difficulté du doublon. Donc du parrainage. Là, c'était l'enjeu d'arriver en premier au Conseil constitutionnel, oui. Ce qui a été le cas de Mimi Touré. Voilà. Donc, je m'interroge. Oui. Tout simplement sur la sincérité, à un moment donné, du parrainage. Oui, voilà. Du parrainage, justement. Parlons du Conseil constitutionnel. Finalement, tout se joue au niveau de cette institution, le Conseil constitutionnel. L'heure est à l'attente de la publication de la liste des candidats. Alors, dites-nous, Emmanuel Desfourneaux, entre rejet et validation, comment devraient s'organiser les directoires pour ne pas surtout être victimes de la dernière minute, par exemple? Tout simplement, vous savez très bien que quoi qu'il arrive, il y aura
un possible contentieux pour ceux qui verront leur candidature rejetée. Là, je le répète, il n'y a pas de rejet définitif à ce jour. Et ceux de la dernière minute, vous savez très bien que le dernier mot appartiendra au Conseil constitutionnel et que finalement il n'y aura pas grand-chose à faire. Moi je pense qu'on arrivera quand même à conserver les candidats qui ont été déclarés aujourd'hui valides. Il s'agit des principaux candidats, que ce soit de Khalifa Sall, vous avez même Karim Wade, vous aurez évidemment le président sortant. C'est pour ça que tout à l'heure je me permettais de dire qu'on arrivera sans doute à un chiffre assez proche de celui de 2012, entre 10 et 15, mais que Atepa et d'autres en réalité auront des difficultés à passer le filtre du Conseil constitutionnel, quel que soit leur directoire. Je pense qu'il y aura en réalité une limitation qui sera imposée, parce que aussi peut-être n'ont-ils pas réussi à remplir les conditions qui étaient imposées par la loi sur le parrainage, et qu'en plus, j'allais dire, d'être victimes de ce système, se verront tout simplement éliminés de la candidature à l'élection présidentielle. Et justement, la place et le rôle du Conseil constitutionnel dans ce contexte précis est capital. Le jeu du Conseil constitutionnel en démocratie dans un contexte pareil, quel est l'enjeu? L'enjeu, il est déterminant. C'est évidemment de rendre ces élections crédibles. C'est de permettre à chaque candidat qui aurait rempli les conditions stricto sensu de la loi de parrainage de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. C'est de pouvoir apaiser le climat politique. Ce n'est pas rien si on parle de sages. Donc ils ont un rôle fondamental. Je parlais au début, vous me disiez qu'est-ce qui avait été le fait marquant de cette année 2018. Je disais précisément que c'était un combat sans merci que s'est livré l'opposition et le camp présidentiel. C'est aux sages à qui il revient d'apaiser le climat politique. Le problème, c'est que sur la question de loi de parrainage, on est sur des questions essentiellement techniques et que le rôle finalement de ces membres, de ces juges constitutionnels sera à mon sens assez limité par rapport aux ordinateurs. Je vois que tout se fait très vite. En une journée, on fait passer un candidat et on est capable de lui dire candidature acceptée, même si vous l'avez évidemment dit que c'est sous réserve de. On reste encore suspendu à la décision, et je pense à la vérification des signatures, puisque je rappelle quand même que les signatures n'ont pas été dématérialisées, ils ne sont pas sur les clés USB des candidats, ils sont en réalité sur les formulaires écrits. Donc il va falloir procéder à ces vérifications et sans doute à d'autres. Donc on peut peut-être avoir quelques surprises de dernière minute, mais je le répète, il me semble que je ne vois pas le Conseil constitutionnel dans ce rôle précisément de volonté. Je pense que le Conseil constitutionnel a la volonté un peu d'apaiser les choses, peut même aller vers une sorte de chaos, que le climat est suffisamment tordu pour ne pas en rajouter, que si elle a déclaré Khalifa Sall et d'autres aptes pour l'instant au regard de la loi du parrainage. On est sur la loi du parrainage, on n'est que sur la loi stricto du parrainage. On n'est pas après sur le cas de Karim Wade où l'on va se pencher sur son éligibilité. Sur la question en tous les cas du parrainage, je pense qu'elle va apaiser normalement les choses et que ce n'est pas là où le Conseil constitutionnel sera fortement critiqué. C'est pour ça que je vous dis qu'on aura un chiffre raisonnable entre 10 et 15, voire peut-être plus de candidats à l'élection présidentielle. Alors pour rappeler justement et préciser que le démarrage c'était ce vendredi 28 des séances de vérification des parrainages. Donc cette opération est une étape du processus d'examen des conditions de recevabilité
des candidatures qui sont cumulatives. Alors, Emmanuel Desfourneaux, pour rappeler que vous suivez votre émission Objection avec comme invité Emmanuel Desfourneaux, juriste, analyste politique. Emmanuel Fourneaux, une question. Ici, est-ce que le temps n'est-il le principal piège imparti en perspective de la prochaine présidentielle de février 2019? Oui, moi je pense que le temps a desservi l'opposition. Pourquoi avec cette histoire de parrainage, l'opposition a été acculée, l'opposition a été accaparée finalement par des questions assez administratives. Vous voyez bien que parfois régnait l'incertitude, qu'il a fallu s'organiser en conséquence, voire dépenser aussi de l'argent, un budget conséquent donc par rapport à la mise en œuvre de ce parrainage. Alors que au final, vous aviez l'exécutif, le pouvoir en place, qui peut inaugurer, qui peut se permettre d'aller à Paris finalement pour lancer sa deuxième phase du PSE et donc finalement se projeter sur le deuxième mandat, sur l'avenir du Sénégal, ce que l'opposition ne peut évidemment pas faire, puisqu'elle avait finalement les mains dans le cambouis, en quelque sorte. Donc le temps est finalement consacré au parrainage, a fortement desservi. Et finalement, je pense que le président donc sortant, Macky Sall, a réussi à en jouer, puisque avec cette deuxième phase qu'il a lancée à Paris, il s'est inscrit un peu dans le contexte de 2007, c'est-à-dire où il y a eu quelques contestations à l'encontre de Maître Abdoulaye Wade, notamment sur la question de la bonne gouvernance, mais que les Sénégalais ont décidé de lui donner la chance de continuer ses chantiers. Et lui, il est dans cette perspective-là. Il se dit, certes, je suis contesté, il y a effectivement l'expression d'une colère d'une partie des Sénégalais contre le président Macky Sall, mais il n'empêche qu'il parie sur le fait que on sera plutôt dans un cycle démocratique de 2 mandats et que cette colère ne s'exprimera pas à travers le cycle d'un seul mandat. Et donc avec Paris, le lancement finalement de la deuxième phase du PSE, il se projette déjà après les élections présidentielles. À tort ou à raison? Alors là, vous me demandez un avis. Je pense à tort. Moi, je pense à tort parce que je pense que si l'on veut respecter les règles démocratiques, aujourd'hui, il me semble que l'État sénégalais doit régler ce qu'on appelle les affaires courantes et doit se positionner par rapport à la campagne. Mais j'allais dire mettre en œuvre la deuxième phase finalement du PSE qui engage le Sénégal et qui doit se faire après l'élection présidentielle, c'est une sorte d'irrespect républicain et un manque finalement par rapport à la démocratie. Mais vous savez, ça se fait ailleurs. Moi, j'ai toujours été surpris, par exemple, à l'UNESCO, lorsque vous avez des élections d'un directeur général qui est élu aussi démocratiquement par les membres du conseil exécutif, le nouveau directeur général qui va prendre pouvoir, il doit exécuter le programme qui a été décidé par l'ancien directeur général. Bon, là, il est évident que s'il devait y avoir un nouveau président, celui-ci, évidemment, aura le pouvoir, l'opportunité de remettre en cause la deuxième phase du PSE, puisqu'il ne s'agit en réalité que des promesses qui ont été faites à Paris. Mais le fait quand même, c'est très important psychologiquement, et ça aussi, ça marque les adversaires, c'est de se dire, je suis là, je suis dans la continuité, et finalement, 2019, ce n'est qu'un passage facile pour moi, quoi. Voilà, c'est aussi une signification. Oui, vous avez parlé de 2 cas, celui de Karim Wade et de Khalifa Sall. 2 cas qui ont déjà déposé leur dossier de candidature, le dossier de signature après avoir payé leur caution. Que leur réserve l'avenir? Ces 2 gardent-ils
toujours leur chance, gardent-ils leur chance intacte aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, rappelez-vous, fin août, quasiment le même jour, la Cour d'appel se prononçait pour Khalifa Sall et la Cour suprême se prononçait pour Karim Wade. Et on avait dit, encore sur ces ondes-là, qu'il en était fini des chances de Khalifa Sall et de Karim Wade. On les mettait tous les deux finalement sur le même plan. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. Les deux sans doute ne connaîtront pas le même sort. Vous avez Khalifa Sall qui en est au niveau de la Cour suprême, c'est-à-dire qu'il a la possibilité évidemment donc d'avoir ce dernier recours. La Cour suprême donc va se prononcer début janvier et il semblerait que ça lui donne la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Il semblerait même, selon un juriste, la presse sénégalaise en est fait largement l'écho, qu'il y a eu une erreur concernant donc le principe d'imparité, c'est-à-dire que la Cour suprême doit siéger donc de façon collégiale, mais aussi de façon impaire, et qu'elle aurait siégé de façon paire, ce qui entache évidemment l'arrêt qu'elle pourrait rendre début janvier et que l'on pourrait assister à un rabat finalement d'arrêt, ce qui aurait évidemment comme conséquence de prolonger encore la procédure au niveau de la Cour suprême et donc, j'allais dire, de permettre à Khalifa Sall d'avoir une voie libre. Mais concernant Khalifa Sall, le problème est entier. Très bien. Effectivement, imaginons que ce soit le cas, que la Cour suprême ne soit pas en mesure de se prononcer début janvier. Il n'empêche qu'il reste encore en cellule à rebeu et qu'il est donc dans l'incapacité de battre campagne, de pouvoir finalement faire des meetings, ce qui est quand même essentiel lors d'une campagne électorale. Ça reste quand même un inconvénient majeur. On l'a vu d'ailleurs lors des élections législatives. Le cas de Lula aurait été intéressant parce que Lula, lorsqu'il était dernièrement en prison, était, même s'il était inéligible, était tout le temps candidat à la présidentielle et il était, selon l'opinion évidemment, selon les sondages, il était en première position, mais il s'est retiré en faveur finalement d'un autre. Donc on n'a pas vraiment, j'allais dire, beaucoup d'expérience. Est-ce que un homme derrière sa cellule peut gagner une élection présidentielle? Ça me paraît aujourd'hui compliqué. Il n'y a pas eu beaucoup de cas, me semble-t-il, à citer, et c'est pour ça que ça reste quand même un avantage pour Macky Sall par rapport à ça. Deuxièmement, pour le cas de Karim Wade, c'est plus problématique. C'est plus problématique parce que j'ai l'impression que sur le cas de Karim Wade, il y a de la part du pouvoir en place une sorte d'inflexibilité et qu'il n'y aura sans doute pas de retournement de situation. Il y a eu sans doute entre les partis des discussions dernièrement, des tentatives de vouloir apaiser la situation. Rappelez-vous, début septembre, lorsque Macky Sall finalement parlait assez bien du président, de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, comme quoi il disait jamais du mal. On sentait qu'il y avait une volonté d'approche, d'apaiser les relations entre les deux présidents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on sent que, notamment à travers la dernière intervention du Premier ministre Dione, qui a vraiment une volonté d'en découdre. Je peux vous assurer que pour avoir quelques informations sur Karim Wade, au mois de septembre, j'avais senti qu'il était déterminé, qu'il avait une véritable volonté de sa part de se rendre au Sénégal. D'ailleurs, il était le seul à connaître la date, c'est-à-dire toutes les dates qui circulaient dans les journaux étaient fausses. C'était lui seul qui devait annoncer cette date, mais on le sentait très déterminé. Au mois de novembre, j'ai senti quelqu'un de très apaisé. Et puis là, aujourd'hui, à ce jour, même si je n'ai eu que quelques secondes, j'ai pu lui parler que quelques secondes, j'ai senti par contre beaucoup d'excitation. J'ai senti qu'il était en train de se tramer quelque chose.
Ça traduit pour moi, alors c'est difficile d'interpréter, mais selon moi, il y avait une excitation. Alors on peut l'interpréter comme quelqu'un d'acculé, comme quelqu'un de paniqué, mais moi je l'ai pas interprété comme ça. Moi j'ai interprété plutôt comme quelqu'un qui était en train de prendre des décisions essentielles et qu'il était en train de se tramer quelque chose et que dans les semaines à venir, il allait se passer quelque chose de décisif concernant Karim Wade, sa venue ou je ne sais quoi encore, mais que en tous les cas, on était dans une période aujourd'hui décisive concernant eh bien son destin et son avenir au Sénégal. Qui l'aurait entré dans quelle trajectoire ce destin, celui de Karim Wade? Vous savez, le problème de Karim Wade, c'est qu'il n'a pas trop d'alternatives. Soit effectivement, c'est ce que lui crée le pouvoir en place, mais je suis un peu méfiant. C'est le retour à la case prison rebeu, ou soit éventuellement c'est eh bien sous résidence surveillée. Mais je pense que l'atout de Karim Wade, c'est notamment ce qui s'est passé à Paris. Il y a eu évidemment un engouement des investisseurs puisque Macky Sall a réussi à lever plus de 20 milliards d'euros, mais il y a donc cette capacité finalement pour Karim Wade de revenir au Sénégal et de dire si je suis arrêté et que il s'ensuit éventuellement des émeutes, on sait que le Sénégal sera largement surveillé et que ça peut faire peur aux investisseurs et que le modèle démocratique du Sénégal, sa stabilité, pourrait être remise en cause. Il peut jouer sur ça. Je pense que c'est sa dernière carte en réalité. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément qualifié, ça veut dire qu'il fait partie encore du jeu électoral. Et là, c'est à mon sens d'ailleurs un des échecs de Macky Sall, que ce soit par rapport à Khalifa Sall ou par rapport finalement à Karim Wade, c'est que ces deux candidats qui ont fait l'objet, j'allais dire, de poursuites judiciaires et qui ont écarté, même si ce n'est pas définitif encore aujourd'hui, au moment où on parle, de la course présidentielle, il n'empêche qu'il n'a pas réussi à les écarter totalement. En réalité, ils font encore partie de l'équation électorale de 2019. Même si, et ça semblerait être le cas, Karim Wade est par exemple définitivement éliminé par le Conseil constitutionnel, il a encore une carte à jouer. Il peut se rallier il peut se rallier tout simplement à un des candidats. Vous avez aujourd'hui le PDS, on le voit à travers les manifestations, on le voit, et ça c'est très intéressant. Ça peut nous renseigner, c'est finalement les parrainages du PDS. Parrainage de PDS, il n'y a quasiment pas de doublon quoi que ce soit. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent, là, ils connaissent leur électorat. C'est sans doute l'un des partis politiques où l'électorat est le plus discipliné. Et il est évident qu'ils suivront les consignes de Karim Wade. Et ça peut être décisif lors d'une élection, surtout au premier tour. Ça peut évidemment permettre, par exemple, à Ousmane Sonko d'accéder, pourquoi pas, au second tour. C'est un scénario qu'il ne faut pas totalement exclure. Aujourd'hui, il est un peu tôt, évidemment, de dire que l'on va vers ça, puisque je sens que Karim Wade croit encore en ses chances, souhaite participer à l'élection présidentielle. Il n'empêche que, quoi qu'il lui arrive, quelle que soit l'issue finalement du Conseil constitutionnel, il n'empêche, et c'est vaut aussi pour Khalifa Sall, je le répète cette phrase parce pour moi elle est importante, ils font encore partie de l'équation, de l'échiquier de la prochaine élection présidentielle 2019. Oui. Ils auront leur mot à dire, quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même une donne ici, une grosse inconnue, c'est cet électorat silencieux et justement la distribution des cartes. Et là aussi, comment analysez-vous cet électorat silencieux, cette jeunesse en question de l'élection finalement, je veux parler justement sur quoi se jouera véritablement la présidentielle de 2019. Alors, c'est vrai que quand on parle de la jeunesse, on dit aussi que très souvent, c'est cette jeunesse qui s'inscrit
peu ou prou sur les listes électorales. C'est cette jeunesse qui est très souvent désabusée par la classe politique d'aujourd'hui. C'est cette jeunesse donc qui est un peu en retrait de la vie politique et de la vie citoyenne. Et comme vous dites, évidemment, elle peut faire basculer une élection présidentielle. Elle l'a fait en 2000 avec Maître Abdoulaye Wade. Elle peut le faire encore aujourd'hui, en février 2019. Le seul problème, c'est que il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Je prends par exemple le cas, parce que ça me semble être la personne qui semble aujourd'hui le plus apte à attirer cette jeunesse, c'est-à-dire qui utilise notamment la fibre patriotique, c'est-à-dire la création d'emplois pour la jeunesse, avec l'émergence d'une industrie sénégalaise, favoriser les entreprises sénégalaises par rapport aux multinationales. Ça parle aux jeunes. Revenir aussi sur la souveraineté culturelle, finalement, ce dont je parlais au début, la confiance en soi, l'estime de soi. Bougane Gueye en parle beaucoup dans ses meetings. Il en a fait même une philosophie. Bon, eh bien, il faut que du côté d'Ousmane Sonko, il y ait un élément déclencheur. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas eu encore cet élément déclencheur. C'est-à-dire que, et là, c'est l'avenir qui nous le dira, un avenir assez proche, puisque ça doit se passer au mois de janvier. Il faut qu'il trouve des mots qui soient justes, où il faut quelque chose, et que cette jeunesse, finalement, tout d'un coup, réalise qu'elle doit jouer un rôle en faveur, de ce candidat en particulier. Voilà. On reste, et c'est un gros point d'interrogation, ça reste évidemment une inconnue, parce que pour l'instant, aujourd'hui, on se base essentiellement sur un électorat traditionnel. Les uns votent évidemment pour le président en place, souhaitent qu'il poursuive son ascension, son émergence, l'émergence du Sénégal. D'autres, et vous l'avez vu avec le ralliement, par exemple, de Moussassi, vous l'avez du maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé. Vous avez vu, ils se comportent finalement comme des suzerains. Lorsqu'ils se déplacent, au palais présidentiel, ils amènent quelques membres de leur parti politique, ils les présentent au président. C'est assez inédit, ce type de comportement. Donc, Macky Sall aujourd'hui évidemment reste le favori, parce qu'il compte encore sur cet électorat traditionnel. Il compte encore sur, on parlait des forces en présence ou pas, et on n'avait pas évoqué le cas de la majorité présidentielle. Oui, la force de Macky Sall, c'est à la fois d'incarner la continuité, c'est la stabilité qui est en jeu du Sénégal. On sait qui il est, on connaît ses capacités, il est assez proche aussi du peuple, il forme une certaine autorité senghorienne, en ce sens qu'il y a une continuité de l'autorité senghorienne, il n'hésite pas à éliminer, il n'hésite pas éventuellement à mater quelques manifestations si besoin est. Et puis d'un autre côté, il est il a cette capacité de montrer qu'il est s'inscrit aussi dans la culture sénégalaise en faisant quelques pas de danse. Donc c'est des points forts de la part de Macky Sall. C'est sans doute. Et son autre point fort, c'est qu'il peut effectivement s'appuyer sur un électorat traditionnel qui a tendance à suivre, le chef du clan. C'est le cas de l'UCS, même si ces derniers temps l'UCS a connu quelques désistements en faveur par exemple d'Ousmane Sonko, mais il n'empêche que voilà, vous avez des suzerains qui règnent selon les régions, qui règnent selon leurs partis politiques, etc. Donc ça correspond aussi à la sociologie politique du Sénégal actuel. C'est une donne, elle n'est pas négligeable, mais maintenant vous avez raison de le souligner. Qu'est-ce qu'elle peut peser par rapport à cette jeunesse qui est en nombre, qui est majoritaire et qui en réalité est assez étrangère à ses us et coutumes politiques qui ne sont pas d'un autre âge, qui appartiennent au Sénégal d'aujourd'hui, mais qui cohabitent
précisément avec cette jeunesse qui souhaite sans doute se débarrasser de cette façon de faire de la politique et qui souhaite d'une politique sans doute plus moderne et qui permette de défendre davantage leurs intérêts et l'intérêt du Sénégal. Eh bien, il faudra en tous les cas aux chefs de l'opposition d'être capables d'attirer cette jeunesse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas encore le cas. Analysons maintenant la présence de l'ancien président. Je veux parler de Maître Abdoulaye Wade. Cette présence est-elle capitale? Va-t-elle jouer un rôle? Quel enjeu par rapport à cette présence? Oui, moi je pense qu'elle est capitale. Elle est capitale en ce sens que Maître Abdoulaye Wade reste très charismatique. Il est très aimé par une grande partie de la population sénégalaise et que il peut contribuer, forcer de l'opposition. Il peut également, comme on le disait tout à l'heure, engager des négociations, des discussions avec certains leaders de l'opposition, comme Ousmane Sonko. Ça s'est déjà fait. Il était même question qu'Ousmane Sonko se déplace à Doha, même si une partie finalement, du PASTEF n'était pas favorable à ce déplacement. Mais il a cette capacité à la fois à séduire. Il a aussi cette capacité à mobiliser et il a cette capacité à unir l'opposition sénégalaise. Et puis il a cette capacité aussi, tout simplement, à nuire à Macky Sall. Il n'hésitera pas, si c'est nécessaire, à sortir, comme il l'a fait aux élections législatives, dans la rue, et à se mettre en avant. Il a vraiment, malgré son âge, cette capacité à le faire. Véritablement, il y a, j'assure, une certaine inconnue concernant Abdoulaye Wade et cette capacité de nuisance qui n'est pas à négliger et qui n'est pas négligeable. Alors Emmanuel Defourneau, une dernière question. Le chef de l'État, le président Macky Sall, s'adresse à la nation ce 31 décembre en son discours traditionnel de fin d'année, le dernier discours de son premier mandat. Quel sens justement et quelle forme? Oui, que l'enjeu essentiel est d'organiser des élections présidentielles apaisées. Vous savez que généralement, ce discours est l'occasion pour le président de faire le bilan et de se projeter dans la prochaine année et les réformes qui doivent s'en suivre. Là, il n'est pas question que le président Macky Sall se projette comme un candidat à l'élection présidentielle. Il est plutôt question qu'il se comporte comme un président de la République qui doit garantir la sérénité et la transparence des prochaines élections électorales. Je pense que ce discours doit être axé essentiellement, voire seulement, sur les prochaines élections décisives de l'année 2019, puisque c'est son dernier discours de son premier mandat. Il n'est pas question, à mon sens, qu'il nous parle de son programme, puisque là, il se comporterait comme un président finalement sortant candidat. Non, là, il doit incarner le président de la République qui garantit la bonne organisation des élections présidentielles et de montrer que il sera intransigeant sur cela. C'est ça, à mon avis, l'enjeu décisif de ce discours. La bonne gouvernance, est-ce le talon d'Achille de Macky Sall? Je pense que sans, être subjectif sur cette question-là, il est évident que c'est sans doute son talon d'Achille. Son talon d'Achille, tout d'abord, parce que
sur la question de la gouvernance, il s'est dédié sur la durée de son mandat. Vous voyez que c'est une question qui revient très souvent auprès des Sénégalais lorsqu'il s'agit de critiquer le président sortant. C'est aussi la façon, j'allais dire, de gérer eh bien les affaires économiques. Beaucoup lui reprochent sa proximité avec la France. Je rappelle quand même ce qui s'est passé eh bien à Paris, c'est que le ministre des Finances eh bien a levé un certain nombre de milliards, je ne sais plus quel est le montant exact, 1,5 milliard, et s'est immiscé en quelque sorte dans la politique sénégalaise, s'est substitué même en quelque sorte à l'électorat sénégalais, puisqu'il a dit qu'il venait au mois d'avril à Dakar et qu'il serait content de rencontrer Macky Sall. Donc le choix de la France, ça aussi, ça lui a été souvent reproché, et on a l'impression d'ailleurs, c'est assez étrange, qu'il ne fait rien pour s'en démarquer, que finalement cette critique eh bien ne le dérange pas. C'est dernièrement Bourgui qu'il a rencontré avec Macky Sall, et Bourgui qui est quand même, j'allais dire, eh bien l'apôtre de la France-Afrique, et qui aussi s'est montré, j'allais dire, très révérencieux à l'égard de Macky Sall, et qui a lancé quelques pics à l'encontre de Karim Ouad. Donc c'est bien sur la question de la bonne gouvernance, sur la question aussi des liens avec la France, que l'on pourrait considérer que eh bien, et là c'est une question véritablement idéologique qui se pose, le positionnement du Sénégal par rapport eh bien à son ancien pays colonisateur, et savoir est-ce que oui ou non il y aura une plus forte souveraineté. D'ailleurs Macky Sall, et ça aussi ça relève de la gouvernance, très souvent oppose la souveraineté, c'est une souveraineté à géométrie chez lui, c'est-à-dire que lorsque il y a des arrêts ou des décisions qui sont rendues par des instances supranationales, on oppose la souveraineté eh bien de l'État sénégalais pour dire que les décisions de justice sénégalaises sont souveraines, et puis d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de faire des rapprochements avec l'État français, des conditions un peu nébuleuses, eh bien là il n'est plus question de souveraineté. Donc je pense qu'effectivement, que ce soit la question de la bonne gouvernance, sur les questions démocratiques, sur les questions aussi de la gestion eh bien des affaires économiques, pose difficulté, et ça peut être effectivement eh bien un élément négatif pour ce qui concerne son premier mandat. Mes meilleurs vœux pour 2019, et ça a été un plaisir de vous recevoir encore une fois pour analyser en profondeur les questions en jeu, et merci beaucoup. Merci et bonne année à vos auditrices et à vos auditeurs aussi.